Voilà, ben, c'est mon dernier cours aujourd'hui pour l'année, pas pour il y aura d'autres cours l'année prochaine. Voilà. Écoutez, voilà, donc mon émotion d'être ici toujours. Je vais vous parler un petit peu de... De toute façon, c'est un sujet que je ne termine pas parce que la recherche continue et puis je veux continuer ce cours, évidemment, mais je suis limité à... Je ne peux pas faire plus que 13 heures par an. Donc voilà, c'est réglementaire. J'aurais fait plus davantage avec plaisir cette année, mais je dois... Je vais vous parler un peu de politique de croissance. Je vous parlerai de vague schumpeterienne et je vous parlerai un peu de bonheur également. Voilà. Enfin, je ne sais pas si on peut mesurer le bonheur. Donc voilà, je parlerai un petit peu de ça. Et donc je vais en fait... Ah oui, mais alors là, j'ai mis ça à l'intérieur. Je vais essayer de le mettre... Compliqué là. Je devrais mettre ça en fait dans ma poche pour pouvoir enlever ma veste. Voilà. Je vais mettre ça à l'intérieur. Voilà. Donc, je vais vous parler un peu de politique de croissance, mais ça va être un peu une révision de choses dont on a déjà parlé dans les cours précédents. Donc, il y a la croissance, il y a pendant la question, voilà, on vous demande comment stimuler la croissance de la productivité dans les pays avancés ou dans des pays émergents, ou dans des pays moins développés. Et c'est un peu voilà, vous êtes économiste à la Banque mondiale, au Fonds monétaire ou à la BERD, et on vous pose ce genre de questions. Voilà. Et il y a des pays, il y a des responsables pays qui viennent vous demander, et qu'est-ce que vous leur dites? Voilà. Et en fait, si vous voulez, on passe tout de suite à... C'est la seule équation que je montrerai, mais en fait, c'est simplement, il y a l'idée de cette... C'est la seule fois que je montre une équation, mais je n'en montrerai... Oubliez-la. Ce que dit ce transparent, c'est de dire, voilà, il y a deux manières de croître. Une manière, c'est d'imiter ce qui est la frontière. Donc ça, c'est ce que j'appelle de l'imitation. Ou une manière, c'est de dire j'étais A, je deviens gamma A, ou gamma est plus grand que 1. Donc je m'améliore sur moi-même. Et ça, c'est l'innovation frontière. Et on a vu un peu ce genre d'idée quand on a parlé de concurrence, on a parlé d'éducation, mais c'est une idée très générale, c'est de dire voilà, eh bien les pays émergents et les pays développés, ce n'est pas la même chose, parce qu'il y en a qui essentiellement croissent avec de l'imitation, et d'autres qui, au contraire, croissent avec de l'innovation. Et l'important, c'est que plus vous êtes près de la frontière, plus vous êtes près de Hubbard, moins ceci est important et plus ceci est important. Les 30 Glorieuses, disons que c'était une époque pour nous où ça c'était très important et maintenant c'est ça qui devient très important. Or, ce qui vous fait être performant en matière d'imitation n'est pas la même chose que ce qui vous fait être performant en matière d'innovation à la frontière. Nous l'avons vu avec la concurrence. On a vu la concurrence est particulièrement important pour la croissance par l'innovation à la frontière. On a vu que l'éducation supérieure, notamment au niveau doctoral, était particulièrement important pour l'éducation frontière. Donc on va revoir ça. Et donc on dit, voilà, et à partir de là, on peut déjà dire des choses, évidemment. Alors si vous êtes donc dans un pays avancé, vous vous dites, eh bien, évidemment, il faut investir toujours dans l'éducation primaire secondaire. Ça, c'est un socle qui est indispensable partout. Et en outre, dans les pays développés, vous voulez investir plus dans l'éducation supérieure, certainement, et au niveau même doctoral. Voilà, vous voulez avoir des très bonnes universités et avoir des très bonnes courroies entre l'université et le monde réel. Voilà, et le monde de la production, je veux dire. Bon, l'autre chose, c'est la concurrence très importante. Et donc, on a tout ça. Donc, on avait vu ensemble que quand voilà, les firmes bleues, c'est les firmes qui sont proches de la frontière, pour elles, la concurrence les stimule, fait qu'elles veulent innover davantage pour échapper à la concurrence. Par contre, les firmes rouges, c'est les firmes qui sont en retard et pour elles, la concurrence peut avoir un effet de découragement. Mais on essaie que plus un pays est avancé, plus il a des firmes bleues par rapport aux firmes rouges. Et donc, c'est très important. Évidemment, c'est important également d'avoir des politiques qui permettent de réallouer des travailleurs qui travaillent ou des employés qui sont dans les firmes rouges dans les firmes bleues. Et donc là, c'est là qu'il faut un marché du travail qui permette de se recycler, de se former tout au long de sa vie. Et donc ça, on a un petit peu discuté, mais le marché du travail, c'est très important. Donc par exemple, ça c'est un tableau qui vous montre simplement que dans des pays, ça c'est fait par des gens de l'OCDE, et c'est des gens qui vous montrent que la croissance, elle est d'autant plus
elle est d'autant plus affectée négativement par des EPL. EPL, c'est des réglementations restrictives sur le marché du travail. C'est tout ce qui rend, eh bien, c'est plus difficile ce qui rend le travail moins mobile. Hein, donc, dans ces différentes choses qui font qu'ils ont une mesure de dynamisme, une mesure inverse de dynamisme du marché du travail. Et plus cette mesure est élevée, plus la croissance est endommagée, particulièrement dans ce qu'ils appellent le higher tertile. Le higher tertile, c'est-à-dire ceux qui sont le plus près de la frontière technologique. Donc on voit vraiment à nouveau que des réglementations trop restrictives sur le marché du travail, ça nuit à la croissance par l'innovation dans des pays ou dans des secteurs qui sont très très proches de la frontière. Voilà. Et on avait vu la dernière fois cette figure, ou une version de cette figure, sur données américaines, mais on a la même chose sur données mondiales, qui vous dit que plus vous êtes développé, plus vous êtes proche de la frontière, plus c'est l'éducation supérieure, particulièrement au niveau recherche, qui est importante. Par contre, si vous êtes moins avancé, c'est important d'avoir éducation supérieure jusqu'au niveau premier et deuxième cycle. C'est moins important, ça ne veut pas dire qu'il faut négliger d'avoir également de l'éducation au niveau doctoral. Donc ça, on avait vu un petit peu tous ces leviers de croissance. Celle-ci, ce qu'elle vous dit, c'est le système financier, c'est-à-dire c'est un quatrième levier. Donc on voit qu'il faut investir en éducation supérieure, il faut libéraliser le marché du travail, il faut libéraliser le marché des biens, et le financement par action, eh bien ça, c'est cette figure-là. Et cette figure-là, elle vous dit, ça, c'est les pays qui se reposent davantage sur le financement bancaire, et on voit que ça, c'est leur taux de croissance selon qu'ils sont proches de la frontière ou loin de la frontière. Quand vous êtes loin de la frontière, c'est plutôt mieux d'avoir du financement bancaire que du financement par action. Mais quand vous êtes proche de la frontière technologique, c'est mieux d'avoir du financement par action que d'avoir du financement bancaire. Je ne dis pas que c'est l'un versus l'autre, il faut du financement bancaire partout. Mais ce dont on se rend compte, c'est que, évidemment, plus vous êtes avec une croissance par l'innovation, plus c'est important d'avoir un financement par action qui est important. Et notamment, aux États-Unis, un des avantages qu'ils ont sur nous, de ce point de vue-là, c'est qu'ils ont tout un écosystème financier de l'innovation. Ils ont les fameux venture capitalistes, c'est-à-dire le capital risque. Vous démarrez une petite boîte, vous avez quelqu'un qui est un venture capitaliste, qui en général a été quelqu'un qui a créé une entreprise et qui a pu la revendre. Et c'est lui qui vous conseille en général et qui vous aide et qui vous contrôle un petit peu. Et après, à mesure que vous vous enrichissez, il lâche la bride et il vous donne l'indépendance. Mais ça, c'est un système qui marche très très bien. Moi, j'ai connu quelqu'un qui était à la Silicon Valley. Il a créé une boîte qui s'appelait C-Cube. Il a fait fortune. Il a vendu sa boîte 3 milliards de dollars, je crois, ou je ne sais plus. Elle est allée sur Nasdaq et tout. Et donc, il a fait ce qu'on appelle une offre publique d'achat. Il y a une offre, donc sa boîte a été rachetée, et du coup, lui, il est devenu venture capitaliste, il est devenu capital risque, quoi. Il s'occupe maintenant d'autres boîtes qui, comme lui, essayent de croître, et il y a toute cette philosophie de la... Donc il y a ça, il y a ce qu'on appelle le private equity plus généralement, il y a ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Aux États-Unis, il y a par exemple les fonds de pension ou les fonds ou les hedge funds ou les fonds mutuels jouent un rôle très important dans l'innovation. Moi, j'ai fait des travaux qui ont montré que, et d'autres en ont fait également, que c'est ce qu'on appelle ces investisseurs institutionnels jouent un rôle très important pour financer l'innovation, notamment dans les grandes entreprises. Donc il y a tout cet écosystème d'investisseurs, mais vous voyez, par les actions surtout. Et pourquoi? Il y a une bonne raison pour ça. Pourquoi vous voulez du financement par action quand vous êtes sur l'innovation frontière? Parce que l'innovation frontière, c'est très risqué. Typiquement, vous êtes à la frontière, donc c'est très risqué. Je veux amener un financier, je veux quelqu'un qui finance mon innovation. Ben, écoutez, il va dire, écoutez, d'abord, vous n'avez pas de collatéral. En général, ces gens-là n'ont pas beaucoup de machines qu'ils peuvent utiliser comme collatéral, vous voyez, comme en gage. Donc, dit, cher monsieur, vous êtes bien gentil, ou chère madame, vous avez des bonnes idées, mais vos machines, vous n'en avez pas beaucoup, vous avez vos idées, et vous me demandez de faire un financement très risqué. Donc, en général, ce que je vais faire, comme je ne peux pas tellement gager ça sur des machines ou sur du capital physique, je vais demander du contrôle. Et puis, je vais demander également une grosse part du upside, comme on dit. C'est-à-dire que je ne veux pas juste supporter les dettes et pas avoir les gains. Donc, je voudrais quand même avoir une part des... Donc, c'est pour ça que je veux être actionnaire. Vous voyez, je ne veux pas tellement être créditeur. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux avoir une... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à mesure que ces entreprises s'améliorent, eh bien, le contrôle est relâché. Il y a eu des études très intéressantes qui montrent qu'à mesure que l'entreprise peut gager des ressources, puisqu'elle accumule des ressources, elle peut les gager, et du coup, eh bien, elle récupère du contrôle. Et puis, à un moment donné, il y a
on vend l'entreprise à d'autres actionnaires, etc. Mais c'est intéressant qu'il y a ce rôle du financement par action dans l'innovation. C'est moins important quand vous êtes une entreprise moins innovante, plus prévisible, le financement bancaire joue son rôle. De toute façon, les banques sont très importantes, mais l'importance relative des banques décroît évidemment à mesure que l'économie est davantage une économie d'innovation. Donc il y a tout un écosystème. Et nous, ça a pris un certain temps avant qu'on reconnaisse l'importance du capital risque, avant qu'on reconnaisse l'importance des investisseurs institutionnels. On est encore loin de compte. On n'a pas du tout encore l'écosystème. Et même, on a le capital risque en France, par exemple, ce n'est pas du tout le même parcours qu'ont les venture capitalistes. Ce n'est pas des gens comme mon copain qui est dans la Silicon Valley. En général, il ne sait pas, enfin il y en a, mais ce n'est pas ce genre d'animaux-là. Voilà. Donc, c'est tout un écosystème de l'entreprise. Donc, en tout cas, voilà un petit peu. Donc, ça, c'est un peu des révisions, puisque vous avez tout ça maintenant, vous le savez. Je vous ai un peu rebattu les oreilles. Et je rajouterai un cinquième, c'est la politique macroéconomique. J'étais à l'OCDE ce matin. Et je leur ai dit un petit peu ce que je vous ai raconté, c'est-à-dire qu'effectivement, on est tous d'accord qu'il faut une politique macroéconomique plus proactive. Il faut une politique où, dans les mauvaises périodes, effectivement, on rend la vie plus facile aux entreprises en baissant les taux d'intérêt, en faisant un peu de déficit pour simplement, si on veut faire un Small Business Act, c'est-à-dire qu'on garde des subventions aux entreprises innovantes constantes au cours du cycle. Et forcément, ça veut dire qu'on augmente un peu les déficits en récession. Mais ça, c'est important. Mais ces politiques plus proactives, elles vont de pair avec des réformes structurelles. C'est-à-dire qu'on peut montrer que si on ne fait pas un marché des produits dynamique, si on ne fait pas un marché du travail plus dynamique, eh bien, des politiques plus proactives ont moins d'effet. Et donc, dans ma leçon inaugurale, si vous vous souvenez, j'en ai parlé à nouveau après, où j'ai montré que l'effet de politiques macroéconomiques plus contracycliques sur la croissance est plus important quand vous avez évidemment fait ces réformes structurelles de libéraliser le marché des produits, le marché du travail. Quand je dis libéraliser, ça ne veut pas dire juste au sens libéral, c'est aussi au sens libéral, mais avec un marché, avec une formation professionnelle qui digne de ce nom, que nous n'avons pas encore, et qui est très importante pour faire ces réformes. Donc, si vous voulez, il y a un peu tous ces leviers, on commence à les connaître, on commence à les appréhender bien. Et donc, voilà. Donc ça, c'est à peu près, c'est dans les pays. Alors là, je ne vous embêtez pas avec ça. Tout simplement, ce que dit ce tableau-là, c'est que ce tableau, il met un peu tout ensemble. Il dit, ben voilà, regardons l'effet d'abord de la diffusion des TIC. Et on voit que si on ne regarde ni le marché du travail, ni le marché des biens, EPL, c'est les régulations sur le marché du travail. PMR, c'est les réglementations sur le marché des biens. D'accord? Et eh bien, si on ne regarde aucun de tout ça, eh bien, on regarde juste l'effet de la diffusion des TIC sur la productivité du travail. On voit qu'il y a sur la croissance de la productivité du travail, on voit qu'effectivement les TIC, c'est important. Donc si vous pouvez regarder d'une manière, vous pouvez dire d'une manière très superficielle, mais je vois que les pays qui croissent plus vite, c'est des pays où la part des TIC dans la production est plus grande. C'est-à-dire qu'en fait, mais on peut dire, mais alors du coup, ça vient des TIC. Vous voyez, on peut se dire, ben voilà, si on met plus de diffusion de télécommunications, d'informations de télécommunications, ça va croître plus vite. Mais en fait, si après on va plus loin et qu'on dit, mais non, regardons les réformes structurelles, regardons le EPL, ou regardons le EPL et le marché du bien et le marché du travail, et on voit qu'à ce moment-là, quand on regarde toutes ces réformes-là et qu'on dit, voilà, je vais mettre je vais réduire les réglementations sur le marché des biens et sur le marché du travail, d'accord? Eh bien, en fait, à ce moment-là, le coefficient des TIC devient non significatif. Vous voyez, là, il y a plein d'étoiles, et là, les étoiles ont disparu. Les étoiles sont toutes là, vous voyez? Parce qu'en fait, si vous voulez, la diffusion des TIC, ce n'est pas une cause, c'est une conséquence. C'est-à-dire que les pays qui font les réformes structurelles, elles diffusent davantage les TIC, et en même temps, d'avoir fait les réformes structurelles, ça leur donne la croissance. Mais les TIC étaient juste un reflet. Vous voyez ce que je veux dire? C'était juste que ça reflétait le fait qu'ils avaient fait des choses utiles par elles-mêmes pour la croissance. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est quand même un reflet, c'est une mesure. Vous voyez, les pays qui sont rentrés dans la vague technologique. Et ça, je vais revenir à l'idée de vague technologique dans un moment. OK? Mais ça, c'est juste pour vous introduire. Je veux vous parler maintenant de qu'est-ce que c'est si vous deviez conseiller des pays émergents. Si vous devez conseiller des pays émergents, eh bien, vous allez dire la chose suivante. Eh bien, il y a les différentes sources. Une première source, c'est les transferts de technologie.
C'est-à-dire que vous devez faire en sorte que ces pays eh bien, puissent importer des technologies d'ailleurs. Donc ça, c'est très important. Les Chinois comprennent ça très très bien, mais les pays asiatiques généralement. Ils ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir importer des technologies d'ailleurs. Alors on reviendra là-dessus. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les pratiques de management. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que dans beaucoup de ces pays, eh bien, les pratiques de management sont très sous-optimales. C'est-à-dire on pose des séries de questions aux managers et de gestion, de bonne gestion. Et les pratiques de bonne gestion sont très loin de compte souvent. Et donc, on essaie de comprendre pourquoi. Et la troisième chose, c'est la réallocation des facteurs. Est-ce que les ressources, ou les capitaux, la force de travail qualifiée, elle va dans les bons endroits ou pas? Donc, et là, sur ces trois marges, on peut faire beaucoup de progrès. La Chine a beaucoup, la croissance de la Chine, c'est beaucoup évidemment de l'accumulation au départ, évidemment, mais c'est beaucoup du transfert de technologie et c'est beaucoup de la réallocation des facteurs, notamment des campagnes vers les villes, évidemment. Hein. Donc ça, c'est une chose. Alors, je vais parler d'abord des transferts de technologie. Pour pouvoir faire les transferts de technologie, eh bien, il faut d'abord de l'éducation, évidemment, parce que c'est ce qu'on avait vu avec Nelson Phelps. Pour pouvoir apprendre, pour pouvoir assimiler des technologies des pays plus avancés, il faut être éduqué. Si vous n'êtes pas éduqué, eh ben, vous n'assimilez pas. Donc, c'est certain que si la Chine croît plus vite que l'Inde, par exemple, en partie, bien que ça n'a pas été vraiment regardé, mais moi, mon sentiment, c'est qu'en partie, il y a évidemment un système éducatif beaucoup plus performant en Chine qu'en Inde, beaucoup plus également performant. Vous verrez des gens en Inde excessivement bien éduqués, mais en Inde, vous voyez le meilleur et le pire. Hein. Disons qu'il y a davantage, l'éducation est davantage diffusée en Chine qu'elle ne l'est en Inde. C'est certainement un élément qui contribue à faire de la Chine un pays qui absorbe les technologies plus avancées facilement. Mais il y a un autre aspect, c'est le openness, c'est-à-dire l'ouverture au commerce international. Et on sait que, par exemple, là je représente dans ce schéma, je vous ai représenté comment croissent les pays. Alors évidemment, c'est toujours comme ça vers le bas, parce qu'on sait toujours qu'un pays plus avancé, plus je vais vers la droite, plus c'est des pays proches de la frontière technologique, plus c'est des pays dont la productivité est proche de la productivité du PIB par tête américain. D'accord? Donc quand je suis vers la gauche, c'est des pays loin de la frontière. Quand je suis sur la droite, c'est des pays proches de la frontière. Mais j'ai divisé en deux sous-parties. Là, j'ai des pays qui sont moins ouverts que le médian. D'accord? Et là, c'est des pays qui sont plus ouverts que le médian. Comment je mesure l'ouverture d'un pays? Je la mesure en termes du commerce. C'est-à-dire, je dis, voilà, est-ce que les importations plus les exportations sur le PIB, ça représente quelque chose de plus gros ou de plus petit? Et je regarde le niveau médian des pays peu ouverts. C'est des pays qui ont un niveau d'importation plus export divisé par le PIB plus faible que le médian, alors que les pays très ouverts, c'est les pays dont export plus import sur le PIB, c'est plus ouvert que le médian. Bon, et ce qu'on se rend compte, c'est que si vous regardez les pays moins ouverts, vous voyez, ils ont une croissance pratiquement équivalente quand ils sont loin de la frontière aux pays plus ouverts. Donc, ce n'est pas très important d'avoir de l'ouverture. Mais quand même, assez vite, vous voyez, même déjà quand vous arrivez au niveau du Mexique, etc., vous voyez, les pays plus ouverts font mieux que les pays moins ouverts. Donc, il démarre à peu près pareil, mais dès qu'on n'est plus les moins développés, on se rend compte très très vite que pour les pays notamment émergents, ils sont au milieu, vous voyez, les pays développés sont vous voyez, plus vers la droite, les pays émergents, on se rend compte qu'en fait, les pays émergents, eh bien, s'ils sont plus ouverts, ils croissent plus vite. Pourquoi? Parce que l'ouverture amène les technologies. On sait que le commerce amène les technologies. J'ai des collègues, Coe et Heldman, qui ont fait des études très bonnes, en montrant, très convaincantes, montrant que le commerce est évidemment une source de transfert de technologie. Donc, si vous n'êtes pas fait ouvert au commerce, eh bien, évidemment, vous n'êtes pas. Puis en plus, si vous voulez, quand vous faites du foreign direct investment, quand vous faites des investissements directs étrangers, c'est souvent des gens qui réexportent ailleurs. Donc, quand vous avez un indice d'ouverture très faible, c'est qu'en fait, vous n'avez pas permis, en particulier beaucoup de foreign direct investment. Hein. Donc, ça, c'est... Et on voit vraiment, vous voyez là, la tête qui va revenir, c'est que, vous voyez, l'Argentine, par exemple, l'Argentine est un pays relativement avancé, vous voyez, mais par rapport aux États-Unis, il a un GDP, voyez, mais vous voyez que son taux de croissance est beaucoup plus faible que par exemple Israël, qui est ici, ou d'autres pays que je pourrais voir qui, eux, ont plus d'ouverture. Vous voyez, c'est intéressant. C'est-à-dire que les pays qui ont plus d'ouverture au commerce, eh bien, ils croissent plus vite.
et dès qu'ils deviennent des pays au-dessus des pays les plus pauvres. Et donc ça, c'est quand même un truc intéressant, c'est que donc on revient à l'idée qu'il faut de l'éducation, mais il faut de l'ouverture. Et l'avantage, si vous voulez, de la Chine, c'est que la Chine, elle avait au départ l'éducation, elle n'avait pas d'ouverture. L'Inde avait une relative, l'Inde n'avait pas beaucoup d'ouverture non plus, mais donc l'Inde s'est ouverte, évidemment, dans les années 80, fin des années 80, années 90, l'Inde s'est ouverte, d'accord, il y avait plein de tarifs qu'elle a réduits ou éliminés, des tarifs douaniers. Donc ça a donné, évidemment, ça a permis à l'Inde de croître plus vite, mais comme évidemment l'éducation, ce n'est pas quelque chose que vous changez du jour au lendemain, évidemment, eh bien, le fait de s'ouvrir à la mondialisation a donné beaucoup plus à la Chine qu'elle a donné à l'Inde, parce qu'en Chine, vous aviez l'éducation en plus. Donc ça a été la mondialisation sur fond de gens éduqués. Donc évidemment, ils ont tout pu absorber. Vous leur donnez un TGV, ils vous en donnent un meilleur demain. Hein, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ne leur en donne plus. On ne veut plus leur en donner. Mais j'ai eu une discussion avec Guillaume Pépi là-dessus, parce que je pense que ce n'était pas une bonne idée de notre part de dire « Ah ben non, du coup, on arrête ». Bon, enfin ça, c'est une discussion qu'on peut avoir. Mais en tout cas, pour la Chine, c'est très intéressant qu'ils avaient déjà cette base d'éducation et ils ont fait de l'ouverture. Ils ont fait d'ailleurs de l'ouverture par un autre moyen, c'est que beaucoup de Chinois vont étudier aux États-Unis. Moi, quand j'étais à Harvard, la moitié de mes étudiants, pratiquement, étaient chinois, quoi. Donc c'est très intelligent, ils les envoient là-bas, ils absorbent les technologies, ils reviennent, mais ils ont déjà un fonds éducatif, ils ont déjà une base d'éducation qui leur permet d'être acceptés dans des bonnes universités à l'étranger. Ils viennent étudier, ils ramènent les technologies, et c'est comme ça, et ça avec l'ouverture générale au commerce, évidemment, ils raflent la mise, c'est évident, hein, ils se développent incroyablement. Donc ça a été, voilà, donc un petit peu le secret de transfert de technologie. Hein. Éducation, openness, foreign direct investment. Alors évidemment, il faut les faire sous bon terme. L'investissement direct, évidemment, il faut s'assurer que vous n'êtes pas juste utilisé, parce qu'il y a différentes façons de faire l'investissement direct. Par exemple, au Mexique, il y a ce qu'on appelle les maquiladoras. Les maquiladoras, c'est les Américains qui viennent, les États-Unis, qui viennent mettre des entreprises au Mexique. C'est purement des entreprises de main-d'œuvre, mais la technologie n'est absolument pas transférée. Et en fait, tout reste, c'est juste simplement de l'emploi. Tandis qu'en Chine, ils ont été très malins, ils ont négocié évidemment des transferts de technologie. Donc ça, c'est tout. Voilà, il y a toute une question là-dessus. Ça, c'est les transferts de technologie, d'accord, qui est le premier. Le deuxième, c'est les management practices. Alors, les management practices, eh bien, on demande, j'ai des collègues qui s'appellent Van Reenen, qui est à Londres, mais il s'apprête à partir au MIT, ce qui est bien triste. Et j'ai un autre collègue qui s'appelle Nicolas Bloom, qui était mon étudiant, qui est maintenant à Stanford. Et ils se sont lancés dans une grosse entreprise. Ils ont fait des enquêtes entreprises, mais au niveau mondial. C'est-à-dire que pour tous les pays du monde, quoi. Et ils ont posé un certain nombre de questions qui reflètent, disons, les bonnes pratiques de gestion. Et ils ont construit des indices de ce qu'ils appellent des management scores. Et ils se sont restreints, là, c'est restreint à l'industrie manufacturière, d'accord? Et évidemment, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que les pays, vous voyez, par exemple, le pays qui est en tête, c'est les États-Unis. Vous avez le Japon, qui est très très bon, l'Allemagne, qui est excellente. Nous, on est là, donc c'est pas si mal. On est quand même derrière la Grande-Bretagne. On est devant l'Italie, juste devant l'Italie, mais enfin pas beaucoup devant. Hein. Vous avez ici les pays, Pologne, Mexique, etc. Portugal, Grèce sont là. Pays latino-américains, et puis après, vous avez les pays africains qui sont là, voyez. Mais c'est en gros, l'ordre est celui que vous imagineriez. Hein. Et ça, c'est un facteur, parce qu'évidemment, vous pouvez faire beaucoup plus, ça augmente énormément la productivité et la croissance de la productivité d'avoir de bonnes pratiques de gestion. Et en particulier, là, j'ai représenté la relation qu'il y a, c'est une corrélation entre, d'un côté, eh bien, le PIB par tête, hein, donc le niveau de développement, hein, en moyenne sur 10 ans, et puis les scores de gestion. Et vous voyez qu'en gros, les pays les plus productifs sont également les pays avec les meilleures gestions. Et vous voyez, vous descendez. C'est quand même assez clair. Il y a quand même une droite très claire, là, vous voyez, une relation très clairement positive entre les pays qui ont des bonnes pratiques de gestion et des pays qui sont, et le fait d'être avec un niveau de PIB par tête. Alors évidemment, on peut dire là, c'est une corrélation, ça ne reflète pas une causalité, parce que c'est parce qu'on peut-être, dans la mesure où on est un pays très développé, on peut s'offrir des bonnes pratiques de gestion, de la même façon qu'évidemment les bonnes pratiques de gestion vous font avoir une productivité plus grande. Mais c'est intéressant de savoir d'où ça vient. Alors évidemment, la mondialisation va aider, parce qu'elle introduit de la concurrence, et la concurrence, elle produit de l'innovation, mais la concurrence, elle produit aussi des bonnes pratiques de gestion. Parce que si je suis dans un domaine concurrentiel et que ma pratique de gestion est
mauvaise, eh bien je vais disparaître. Et c'est la firme concurrente qui aura de meilleures pratiques de gestion qui va gagner. Donc évidemment, la concurrence est un élément très important. Parce que la question, c'est de savoir comment vous faites émerger des bonnes pratiques de gestion. Ben, vous le faites avec de l'éducation. Évidemment, l'éducation, ça aide. Hein. Mais deuxièmement, de la concurrence est très important parce qu'il y a des gens qui veulent avoir la vie facile, hein, ils ne gèrent pas très bien et ils veulent juste survivre. Mais ça ne suffit pas quand vous avez de la concurrence. Donc la concurrence, on sait que c'est une force très importante pour inciter à améliorer les pratiques de gestion. Vous voyez, donc un mélange d'éducation et de concurrence, ça, ce sont des leviers très, très importants. C'est pour ça que la concurrence a déjà un effet même. Vous voyez, je vous disais avant, la concurrence est surtout importante quand vous faites de l'innovation, mais la concurrence devient déjà quand même importante dans des pays émergents où les pratiques de management peuvent être améliorées. Vous voyez, parce que la concurrence, ce n'est pas juste qu'elle incite à l'innovation frontière, la concurrence, elle incite aussi à améliorer ces pratiques de gestion. D'accord ? Donc ça, c'est un élément très, très important. Parce que notamment, ce qui empêche évidemment les pratiques de gestion, c'est la corruption. La corruption, c'est le contraire. La corruption, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la corruption? La corruption, c'est les entreprises en place qui, en fait, se mettent d'accord, voyez, avec le gouvernement en place pour dire, écoutez, empêchez des gens de venir, réduisez la concurrence. Et donc, évidemment, tout ce qui va dans la direction de la corruption va contre l'amélioration des pratiques de gestion parce que la corruption a toujours pour effet de réduire la concurrence. Hein. Donc, effectivement, tout ce qui... voilà. Mais effectivement, d'un autre côté, les pays très corrompus, dans la concurrence internationale, évidemment, font moins bien. Voilà. Voilà un petit peu, ça c'est Alors, la dernière, c'est la réallocation. Donc j'ai dit, vous êtes un pays émergent, il y a d'abord les transferts de technologie. Il y a ensuite, j'ai dit, les pratiques de gestion. Et là, ils ont beaucoup à gagner. Mais il y a également la réallocation des facteurs. Et là, je voudrais simplement parler de la chose suivante, sur la réallocation des facteurs. La réallocation des facteurs, c'est s'assurer que les capitaux, que les inputs sont le mieux possible alloués aux technologies de production, aux entreprises pour produire plus. Et si vous voulez, donc, alors évidemment, l'éducation, c'est à nouveau important, évidemment. On veut être sûr, vous voyez, si on a des ressources très rares en travail qualifié, ben, la réallocation ne sera pas géniale. Si tout le monde est relativement bien éduqué, ça aide à la réallocation. Le crédit évidemment, la flexibilité sur le marché du travail est aussi très importante. On veut s'assurer que les meilleurs peuvent aller ou que les gens peuvent aller dans des tâches qui leur correspondent. Et donc, évidemment, la mobilité du marché du travail est quelque chose de très important pour avoir de la réallocation. Mais il y a également le crédit. Une barrière à la réallocation, c'est le crédit. Je voudrais pouvoir, par exemple, emprunter pour avoir des machines, des équipements, des gens qualifiés. Je ne l'ai peut-être pas maintenant et je veux pouvoir emprunter. Quand le marché du crédit n'existe pas ou est très imparfait, évidemment, c'est une barrière à la réallocation. Sur la réallocation, je veux juste vous montrer ce diagramme, et je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais c'est quand même important à savoir. C'est toujours cette histoire de croissance des firmes. Vous vous souvenez, je vous ai dit, aux États-Unis, les entreprises croissent avec l'âge. Au Mexique, elles s'arrêtent de croître là, et en Inde, elles s'arrêtent de croître très vite. Mais ça, c'est un problème de réallocation. La Chine, en fait, elle est plutôt là, vous voyez. La Chine, c'est plutôt comme ça maintenant. Avant, la Chine était comme l'Inde, et puis maintenant, la Chine est devenue comme ça. C'est-à-dire que si vous voulez, le problème, c'est pourquoi c'est un problème de réallocation? Parce que ça veut dire, supposons que vous êtes quelqu'un de très doué et que du coup, vous avez une super idée, vous savez bien gérer, donc vous avez toutes les raisons de croître, mais eh bien, dans un pays comme l'Inde, vous ne pouvez pas croître. Vous voyez, il y a des barrières à la croissance qui fait qu'il y a des biens capitaux ou des forces humaines qualifiées que vous pourriez avoir dans votre entreprise et qui en fait ne viennent pas chez vous et qui continuent de travailler dans des entreprises moins performantes que la vôtre. Et la question, c'est de savoir pourquoi c'est comme ça. Pourquoi en Inde, il n'y a pas croissance des firmes avec l'âge comme il y a aux États-Unis? Et là, il y a eu plusieurs personnes ont essayé d'émettre des hypothèses et maintenant, ils sont en train de les tester. Une des raisons, c'est qu'en Inde, on n'a pas confiance, c'est-à-dire en Inde, on veut garder les firmes familiales. Voilà. En Inde, beaucoup de firmes vous pouvez le savoir, moi j'ai rencontré des dirigeants d'entreprises indiennes, souvent ils aiment garder les entreprises familiales parce qu'ils ne font pas confiance à des gens qui ne sont pas de la famille.
Alors pourquoi ils ne font pas confiance? Ça peut être en partie parce qu'il y a un déficit institutionnel. Il n'y a pas de bonnes institutions de justice. Vous avez un manager qui fait mal son travail, où il n'y a pas un marché du travail qui permettrait de trouver, d'abord peut-être parce qu'il y a trop peu de managers, que ce n'est pas facile de remplacer un manager. Alors là, l'aspect éducation est important, mais il y a peut-être l'aspect aussi, c'est que si par exemple il fait quelque chose de pas bien du tout, voilà, il n'y a pas un système de justice, de enforcement, qui permettrait de traiter ce problème-là. On ne peut pas le poursuivre facilement, ça peut être une autre raison. Mais c'est intéressant de comprendre que, parce que les contrats sont très incomplets en Inde. Donc c'est intéressant de savoir quelles sont les déficiences institutionnelles qui sous-tendent le fait que, vous voyez, aux États-Unis, la taille des firmes augmente avec l'âge et qu'en Inde, ce n'est pas le cas. C'est quand même très important. Et ça, la recherche est en train d'être faite, mais ce n'est pas encore clair. Mais ça, c'est des barrières à la réallocation. Vous voyez, c'est ça. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que le résultat des courses, c'est que quand vous regardez la distribution des productivités, là, je regarde, vous voyez, ça c'est le nombre de firmes qui ont telle productivité. Je regarde par niveau de productivité aux États-Unis et en Inde. Mais vous voyez qu'en Inde, aux États-Unis, il n'y a pratiquement pas de firmes très peu productives parce qu'elles ne durent pas longtemps. Si quelqu'un arrive et qu'il est très productif, ou très vite il devient une firme plus grosse, ou il disparaît. C'est pour ça que si vous regardez, vous prenez une photographie de l'économie américaine, vous ne verrez pratiquement pas de firmes avec très peu de productivité, tandis qu'en Inde, elles survivent. Pourquoi? Parce que les firmes très productives, elles s'arrêtent de croître, donc elles laissent de l'espace pour les firmes peu productives. Vous voyez que cette différence de taux de croissance, vous voyez, de croissance avec l'âge entre firmes indiennes et firmes américaines se traduit par des distributions de productivité très différentes en Inde. On voudrait que la distribution indienne se déplace vers la droite, vous voyez, qu'elle vienne vers la distribution des États-Unis, vous voyez. Et là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de firmes, quand on est en Inde, il y a beaucoup de firmes peu productives qui survivent très très bien, parce qu'en fait, eh bien, celles qui sont très productives, très performantes, s'arrêtent de croître très très vite. Et si vous voulez, ça a un effet sur la croissance globale, parce que ça veut dire que beaucoup de gens très peu performants ou qui se laissent vivre continuent d'exister en Inde, alors qu'aux États-Unis, il faut être très innovant, très, très entrepreneurial, etc. Et ça, c'est très important parce que ça a des conséquences sur la croissance agrégée. C'est évident qu'en Inde, vous voyez, on ne pouvait pas croître beaucoup à cause de ça. Moi, j'avais dit qu'il y avait l'école, j'avais dit qu'il y avait le système de justice. Je pense qu'aussi un autre facteur très important en Inde qui bride la croissance indienne, c'est les infrastructures. Vous allez en Inde, les routes, vous avez des routes super. Moi, j'étais sur des autoroutes là-bas, et tout d'un coup, l'autoroute s'arrête et ça devient un chemin de terre. Voyez, et vous ne savez jamais quand est-ce que ça va vous arriver, quoi. Ben ça, c'est évidemment une barrière à la réallocation des facteurs, tout à fait, clairement. Et donc, c'est important de savoir un petit peu. Donc, vous voyez, c'est des aspects macro, mais c'est ça qui est intéressant avec ça aussi. Ça, j'en parlais dans ma leçon inaugurale sur croissance et développement. C'est-à-dire que les facteurs sont macroéconomiques. On peut dire que les infrastructures indiennes ne sont pas assez bonnes. L'éducation au niveau de l'Inde n'est pas assez bonne. Ça, c'est des facteurs macro ou institutionnels. Mais ils ont des répercussions sur la distribution des entreprises et sur la dynamique des entreprises. Ça, c'est du micro. Mais ça a un effet macro qui est la croissance globale. Parce que la croissance globale, elle va dépendre de la distribution des entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on passe du macro au micro et au macro. Vous voyez? Et donc, ça, c'est important. Et c'est ce passage-là que peu de gens font en économie du développement pour le moment, mais qui, j'espère, va se développer. J'essaie de comprendre l'impact de facteurs macroéconomiques ou systémiques ou institutionnels sur le comportement des entreprises et la distribution des entreprises. Et à partir du moment où je connais la distribution des entreprises, eh bien, je retourne au macroéconomique, je dis mais quelle implication ça a pour la croissance globale? On peut dire par exemple, si je libéralise le commerce, ça va certainement aider la distribution à aller vers la droite. Si j'améliore le niveau éducationnel, ça va certainement amener la distribution vers la droite. Vous voyez, et ça aura un impact sur la croissance de l'économie. Et vous savez, les Indiens, ils se demandent beaucoup, ils se disent, vous voyez, la Chine croît beaucoup plus vite que nous. Est-ce que c'est à cause de l'éducation? Est-ce que c'est parce que les autoroutes, il y a quand même de bien meilleures infrastructures en Chine qu'en Inde? Quelles sont les barrières? Est-ce que c'est parce que la corruption est beaucoup plus importante en Inde? Voilà, donc ça, c'est des questions qu'en Inde, les gens se posent. Par exemple, une question que les gens en Inde se posent, c'est que, par exemple, la taille du secteur manufacturier en Inde, c'est 16% de l'économie. En Chine, je crois que c'est 30% ou 32%.
Pourquoi l'industrie manufacturière, pourquoi c'est une tellement petite part? Alors à nouveau, est-ce que c'est le manque d'infrastructures? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est d'autres considérations qui font que l'industrie manufacturière est si peu importante? On sait que c'est quand même beaucoup elle qui porte les transferts de technologie et le rattrapage technologique. Donc vous voyez un petit peu, là, voilà comment se posent un petit peu les questions dans les pays en développement, dans les pays émergents. Voyez. Donc la conclusion de ce que je veux dire là dans cette partie-là, c'est de dire, ben voilà, politique de croissance, il faut qu'elle soit appropriée. C'est-à-dire, vous demandez une politique de croissance, évidemment, il y a des constantes. Je n'irai jamais recommander à un pays d'avoir de l'hyperinflation. Je n'irai jamais recommander à un pays de ne pas avoir une protection des droits de propriété ou d'avoir rule of law, comme on dit. Hein, parce qu'à ce moment-là, aucune activité ne peut se faire. D'accord? Donc il y a des constantes, il y a des choses que vous vous dites, ça c'est important partout. Il faut des institutions, il faut protection des droits de propriété, il faut de l'éducation, il faut... Voilà, donc ça c'est important partout. Mais par-delà ces points communs, disons à toute politique de croissance raisonnable, il y a des spécificités des pays avancés par rapport aux pays émergents. Et les leviers de croissance ne sont pas exactement les mêmes dans l'un et dans l'autre. C'est-à-dire qu'il faut se focaliser peut-être sur des choses un peu différentes. Et c'est un petit peu ça qu'on donne là. Alors, il y a le danger, si vous voulez, il y a ce que je disais, j'avais parlé depuis longtemps, c'est qu'il y a des pays qui ont commencé à avoir des institutions qui étaient bonnes pour le rattrapage, mais qui n'ont pas su adapter leurs institutions pour devenir des économies de l'innovation. Et à ce moment-là, on dit qu'il y a le danger d'une middle income trap. D'abord, il y a des gens qui pensent qu'il y a le danger d'une trappe tout court, même pour démarrer. Mes collègues Acemoglu, Robinson, dans leur livre Why Nations Fail, qui vient d'être sorti en version française, que j'ai préfacé, demandent pourquoi il y a des économies qui ne décollent absolument pas. Est-ce que le Zimbabwe ne va jamais décoller? Il y a des gens qui pensent qu'il y a des pays qui sont condamnés à ne jamais décoller. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste et je ne crois jamais dans des choses comme ça. À un moment donné, on croyait dans le glacis soviétique et on pensait que pour toujours, ça c'est un peu le côté structuraliste français, que le glacis était condamné à durer tout le temps. Et puis vous voyez qu'en 89, le glacis, il a disparu. Voilà. Et donc je crois beaucoup, moi, parce que je crois beaucoup qu'aujourd'hui, c'est ça que je pense, c'est que je ne crois pas dans les trappes absolues, parce que je crois beaucoup dans le rôle de la concurrence entre pays. Je vous avais parlé de la concurrence militaire à un moment donné, mais aujourd'hui, heureusement, Dieu soit loué, on n'a plus besoin de faire la guerre pour avoir de la concurrence entre pays. On a ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire que les gens maintenant sont très informés. J'étais à cette conférence de l'OCDE ce matin et on donnait des chiffres. Vous voyez, sur le nombre de gens qui ont des smartphones, le nombre de gens qui ont accès à l'Internet d'une manière ou d'une autre, c'est extraordinaire. Et après, il y a le word of mouth, il y a le bouche à oreille qui opère. Les gens maintenant sont très informés. On ne peut plus maintenant cacher à quelqu'un la réalité des autres pays, quoi. Et donc ça, à mon avis, ça joue un rôle très important parce que ça crée des aspirations. Et je pense que les gens sont beaucoup mieux informés de ce qui se passe. Je suis même très curieux, vous voyez, quand on voit le phénomène des migrants, c'est extraordinaire comme les migrants, en fait, sont meilleurs que l'OCDE et que l'INSEE, quoi, parce qu'ils savent exactement où il faut aller, où il ne faut pas aller, en gros. Hein. Ils savent très bien que la France est moyennement intéressant et que l'Allemagne et la Suède, c'est plus intéressant que le marché du travail. Il faut que, en fait, demandez-leur à eux, où est le marché du travail? Vous voyez, je pourrais regarder où est-ce que ça marche bien, et ils vous donnent la réponse exacte, quoi. C'est extraordinaire, mais c'est dans ce monde-là qu'on est maintenant. Et ça, je crois que ça va faire une pression extraordinaire pour ne pas être dans des trappes, vous voyez. Donc, ce n'est pas du panglossisme, mais je crois beaucoup dans cette force de concurrence entre pays et de fait qu'on est informé sur ce qui se passe ailleurs, qui fait pression sur les dirigeants des pays pour faire avancer les choses. Alors évidemment, j'avais donné dans ma leçon inaugurale un peu l'exemple argentin. C'est vrai que l'Argentine a été dans une trappe pendant un certain temps. C'est-à-dire que j'avais dit entre 1870 et 1930 et quelques. En gros, si vous voyez, en moyenne, l'Argentine a un PIB qui est 40% du PIB américain. Mais donc, comme l'Amérique croît vite, l'Argentine croît vite. Donc d'être plat, c'est une bonne nouvelle parce que c'est par rapport aux États-Unis. Et puis à partir des années 30, l'Argentine a baissé. Alors, elle a baissé pour plusieurs raisons. Elle a laissé l'hyperinflation arriver, donc ça, c'était très mauvais. Elle s'est mise dans des mauvaises politiques de substitution à l'importation parce qu'ils pensaient qu'ils se développaient en se fermant plutôt qu'en s'ouvrant. Et donc, il y a eu un peu une différence entre l'Argentine et les pays asiatiques, ce qu'on appelait normalement les tigres. Avant qu'il y ait la Chine, on parlait de Taïwan, de Singapour et de Hong Kong. Et ce qu'ont fait Singapour et Hong Kong, c'est de dire au contraire, nous,
on va s'ouvrir complètement au marché étranger et on va aider les entreprises qui exportent bien. Donc on voulait devenir, quand on est dans ces pays-là, on voulait devenir une entreprise qui exporte bien parce qu'on avait du coup des subventions. Mais c'était tourné vers l'exportation. Tandis que les pays latino-américains, certains pays latino-américains, ont pratiqué le import substitution, c'est-à-dire qu'ils ont dit, nous on va fabriquer nous-mêmes tout ce qu'on aurait pu importer. Mais du coup, ils se sont soustraits à la force de la concurrence. Et du coup, ce sont des économies qui se sont fermées. Et puis en plus, ça a coûté très très cher. Et c'est des pays qui se sont, à cause de ça, énormément endettés. Et après, ils ont financé leur dette par de l'inflation parce qu'ils ne pouvaient pas taxer. En plus, c'est des pays qui avaient une capacité de taxation faible. C'était ce qu'on appelle des États faibles. Ils essayaient de… Quand on n'a rien, quand on ne sait pas taxer les gens, eh bien, tout ce qu'on fait, c'est on fait de la inflation tax, c'est-à-dire qu'on utilise l'inflation et le seigniorage pour en fait avoir des revenus de l'État. Et ben, ils ont poursuivi des politiques donc, de import substitution qui a été accompagnée d'hyperinflation. Évidemment, ça décourage toute forme d'innovation. C'est des pays qui n'ont pas réussi jusqu'à récemment à bien rattraper, à rentrer dans des pays à sortir de cette trappe. Enfin bon, je pense que ça va changer, que c'est déjà en train de changer. Mais c'est très intéressant de voir que c'est des pays qui n'ont pas fait ce qu'il aurait fallu faire. Ils n'ont pas misé dans l'éducation, ils n'ont pas misé dans l'ouverture au marché. Ils n'ont pas fait un certain nombre de choix qui auraient permis à ces pays de sortir de cette trappe de middle income. Mais je crois, comme je crois beaucoup dans la force de la concurrence entre pays, je pense qu'ils ne sont absolument pas condamnés, qu'il y a des pays qui en sortiront. Bon, enfin, en tout cas, c'est intéressant de savoir un petit peu pourquoi ça se passe. Alors évidemment, il y a des aspects là-dedans aussi sur l'éducation qui sont des aspects politiques. C'est-à-dire, par exemple, je vous avais dit au Brésil, par exemple, vous aviez pendant très longtemps, on a négligé l'éducation primaire parce qu'en fait, si vous voulez, les classes dirigeantes disaient, nous, les classes primaires, on les fait de manière privée, et du coup, mettons toute la gomme sur le supérieur, puisque finalement, il n'y a que nos enfants à nous qui iront dans le supérieur. Mais évidemment, ça a été une force qui a beaucoup porté atteinte à la capacité du Brésil à faire, par exemple, ce que je décrivais pour la Chine tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le… Alors là, c'est par exemple, c'est la même figure que j'avais fait tout à l'heure, mais au lieu de mettre openness, je mets des barrières à l'entrée. Et vous voyez, ici, je représente les pays qui ont des barrières à l'entrée très élevées, c'est-à-dire, par exemple, le nombre de jours pour créer une entreprise. Et là, c'est des pays à barrière à l'entrée faible où ça prend très peu de temps de créer une entreprise. Eh bien, si je me restreins aux pays où il y a des barrières à l'entrée très importantes, le Mexique en fait partie, eh bien, vous voyez que près de la frontière, dès qu'on n'est plus loin de la frontière, eh bien, la croissance, elle est très faible par rapport à celle des pays qui ont moins de barrières à l'entrée. Et évidemment, l'Inde, une des réformes en Inde, ça a été les tarifs. L'autre, ça a été de réduire les barrières à l'entrée et de rendre beaucoup plus facile la création d'une entreprise. On n'avait plus besoin de passer par autant de bureaux et à chaque fois donner des pourboires pour pouvoir créer une entreprise. Ça, c'est très, très important. Et évidemment, vous avez des pays qui restent dans une trappe, une middle income trap, parce que, comme l'Argentine, comme le Mexique d'une certaine manière, et le Venezuela maintenant, parce qu'ils maintiennent des barrières à l'entrée très importantes. Et pourquoi? Parce que les intérêts en place, il y a des raisons politiques à ça. C'est-à-dire que les barrières à l'entrée, c'est parce que vous avez des gens qui sont enrichis pendant une certaine période, et grâce aux richesses qu'ils ont, ils peuvent convaincre les gouvernants de garder les barrières à l'entrée et d'empêcher le changement institutionnel qui serait nécessaire pour sortir de la middle income trap. Vous voyez? Et c'est ça, le problème de la middle income trap. Alors, il y a tout un débat là-dessus. D'ailleurs, je voulais juste en parler 2 minutes. C'est-à-dire que moi, il y a des gens qui me disent, bon, on sait que dans les pays émergents, au tout début, eh bien, la concurrence maximum, ce n'est pas fondamental. Voilà. On peut dire qu'il y a l'idée de infant industry. On a pensé à un moment donné, des gens comme Stiglitz ou d'autres disent, eh bien, quand on est un pays émergent, à peine émergent, c'est bien de protéger ces industries parce qu'on va se développer, nous, et en développant nos industries, on va diffuser du savoir dans le reste de l'économie. Et dans l'économie agricole, la partie agricole en particulier. Mais donc ça, c'est l'idée de infant industry, protéger vos industries. Tandis que si vous ouvrez tout de suite, eh bien, ça va être avalé par des étrangers, et puis ils vont vous empêcher d'apprendre, et comme vous n'apprendrez pas, vous ne pourrez pas diffuser du savoir au reste de l'économie. En gros, ça, c'est l'argument du infant industry. Mais il y a des gens d'abord qui disent, ben oui, mais si on fait ce que tu dis, on va faire du pré-biche, on va faire de la politique que je disais d'import substitution. Ça, c'est très mauvais parce que ça va pérenniser la fermeture. Vous voyez, je veux dire, parce que ça enrichit un certain nombre de gens
qui continuent de vouloir faire le import substitution, alors que c'est évident que c'est des économies qui crient pour de la libéralisation. Et donc, le problème, c'est que si on fait des politiques qui peut-être peuvent être un peu mieux pour la croissance au début, mais c'est très difficile d'en sortir après. Et ça, c'est toujours un peu ou bien il faut démarrer d'emblée avec des politiques très ouvertes, très libéralisées. Peut-être c'est un peu moins bon au début, mais au moins l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'en sortir. On a déjà ce qu'il faut pour après. Et là, il y a tout un débat là-dessus. Moi, je suis assez centriste, si vous voulez. Je ne pense pas au libéralisme total. Je crois pas au laisser-faire complet. Je crois beaucoup dans le rôle de l'État, d'abord dans l'éducation, dans la santé, dans une politique industrielle intelligente, on en a parlé dans le cours, c'est-à-dire qui réconcilie concurrence et politique industrielle. Je crois beaucoup dans une politique de marché du travail. Donc, je ne crois pas du tout que l'État doit être purement régalien, et je crois qu'il faut une intervention intelligente. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention de ne pas tomber dans le travers où c'est des champions nationaux existants qui paralysent, qui vous empêchent, si vous voulez, de sortir d'une économie de rattrapage et de rentrer dans une économie plus innovante. Il y a une chose très intéressante, ça c'est la démocratie. Alors vous allez dire que je suis pas pour la démocratie, mais on s'est rendu compte que ça c'est les pays, c'est la croissance des industries par rapport à leur niveau, par rapport à l'industrie frontière. Donc au lieu de regarder des pays, je regarde des industries et je regarde est-ce qu'elles sont proches de l'industrie la plus performante mondialement. Vous voyez, je fabrique des machines à laver, je regarde l'industrie la plus productive dans le monde pour fabriquer des machines à laver. Par rapport à ça, j'ai mon indice de proximité, d'accord? Et on voit que les industries qui sont loin de la frontière, pour elles, qu'il y ait de la démocratie dans le pays ou pas, pour leur croissance, ce n'est pas très important. Alors évidemment, moi je ne vais pas vous dire qu'il ne faut pas de la démocratie, c'est très important d'en avoir. Mais ce qu'on réalise, c'est que quand même, dès qu'on n'est plus loin de la frontière, vous voyez, très très rapidement, le système démocratique, plus de démocratie devient mieux que pas de démocratie. Et à mon avis, c'est très intéressant parce que la démocratie rentre dans cette ligne de compte. C'est-à-dire qu'elle devient une variable elle-même. Alors la démocratie, elle est valable en elle-même, c'est un bien. Je veux dire, je vais parler du bonheur tout à l'heure. La démocratie, on ne veut pas juste donner du PIB par tête, on veut donner les gens, on veut donner de la démocratie parce que la démocratie, quelque chose, nous on ne se rend pas compte à quel point c'est un privilège de vivre dans un pays démocratique. Mais si vous voulez, c'est intéressant de la relier à la croissance quand même et de réaliser que dès qu'on n'est plus dans un système d'accumulation primitive où c'est l'accumulation de facteurs simplement qui est un peu le levier de croissance, eh bien c'est important d'avoir de la démocratie pour au moins plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça crée de la concurrence. Si on n'a pas de démocratie, eh bien, il y a de la corruption, et la corruption empêche la concurrence. Et donc ça, c'est une force qui empêche l'openness. Et ça, on a vu que c'est une force qui est très mauvaise, évidemment, pour la croissance. D'accord ? Donc la première chose, c'est que la démocratie réduit la corruption, augmente la concurrence, et ça, c'est des leviers de croissance. La deuxième raison, c'est que la démocratie, en fait, ça permet la décentralisation, ça permet, quand vous êtes dans l'innovation particulièrement, eh bien, c'est important qu'on ne vous dise pas exactement ce qu'il faut que vous fassiez. Il faut qu'on vous laisse une certaine liberté. Et parce qu'on peut faire des erreurs, et il faut le droit à l'erreur, etc. Quand vous êtes dans un truc qui est totalement comme une armée, vous ne pouvez pas vraiment faire de l'innovation. Si vous voulez, en Chine, par exemple, c'est tout le débat qu'on a sur la Chine, est-ce que la Chine peut devenir une économie de l'innovation telle qu'elle est maintenant ? Alors, il y a des gens, dont on avait été voir le Premier ministre l'année dernière, Li Keqiang. On n'avait pas vu Xi Jinping, on avait vu le numéro 2. Mais donc, certains de mes collègues disaient, tant que vous avez un système pas totalement démocratique, vous ne pouvez rien faire. Bon, ça, je crois que c'est une position extrême. Acemoglu était avec moi, il y avait d'autres collègues. Donc là, je me disais, évidemment, les Chinois ont été très, très... non, on leur dit tout ça. Tu vois, commence à dire, vous êtes des nuls, mais quand même, allons prendre le thé ensemble. Bon, c'est pas génial. Hein. Bon, moi, j'étais un peu plus modéré. Et j'ai dit, écoutez... c'est à vous de voir comment vous allez changer votre système ou réformer ou améliorer. Ce n'est pas à nous de vous donner des leçons. D'abord, nous, en France aussi, on n'a pas été hyper démocratique d'un coup. Ça s'est appris petit à petit, la démocratie. Même moi, je me souviens, dans mon enfance, je me souviens d'une époque où il y avait une chaîne de télévision et quand le présentateur ne disait pas ce qu'il fallait, ça sonnait parce qu'on l'appelait le ministère de l'Information pour... Vous vous souvenez de cette époque? Bon, donc nous-mêmes, on a évolué, donc on ne va pas leur donner des leçons. Mais c'est évident, je leur dis qu'il y a quand même deux leviers importants, puisque un, c'est la concurrence, donc vous avez besoin de concurrence. Alors, ils ont déjà un système de concurrence entre gouverneurs de province. Il y a une concurrence entre eux. Ça, c'est déjà nouveau, ça. Donc ça leur donne déjà des gains de croissance. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est de la concurrence à l'intérieur des provinces. Parce que le type qui dirige la province, il est un peu un petit dictateur de la province. Et il n'y a pas de contre-pouvoir, vous n'avez pas de judiciaire indépendant.
Alors sans lui dire, il faut regarder Montesquieu, il faut quand même leur dire, ben voilà, vous voulez de la concurrence, il faut une loi de la concurrence il faut des institutions de concurrence. Donc vous avez besoin d'un pouvoir différent du pouvoir Alors comment vous allez le faire? Eux pensent qu'avec le Parti communiste, ça fait le contrepoids. Bon, peut-être un jour, ils vont réaliser qu'il faut Donc un premier levier chez eux qui manque, c'est la concurrence. Le deuxième qui manque, c'est la recherche dans leurs universités. Très intéressant, je commence à regarder maintenant, mais vous voyez, ça c'est des choses dont peut-être je parlerai l'année prochaine, c'est où se fait la grande innovation en Chine. Vous verrez que le nombre de brevets en Chine est astronomique. Mais beaucoup de ces brevets, vous pouvez les jeter au panier. Ils ne valent pas grand-chose. Donc déjà, il faut regarder les citations des brevets. Et les brevets qui sont enregistrés Europe, Japon, on a vu un peu dans nos trucs sur les brevets. On a vu qu'il y a des métriques de brevets. Donc il faut un peu regarder où ils sont cités. Vous voyez que c'est souvent avec des entreprises des foreign investment, que c'est des entreprises qui travaillent avec des entreprises étrangères. Là, il y a plus de brevets. Et un peu les universitaires quand ils travaillent avec des co-auteurs étrangers. Donc quand des Chinois partent aux États-Unis ou ailleurs, ou en France et reviennent, ça vous fait des brevets. Mais en gros, ils n'ont pas beaucoup de brevets fondamentaux. Et parce que ce qui manque, c'est la liberté dans les universités. C'est-à-dire que le Parti communiste doit approuver la nomination des professeurs d'université. Si vous voulez, ça, c'est un problème. Ça limite un petit peu tout ce qu'on peut faire. Donc il faut qu'ils comprennent le rôle de la liberté académique pour faire des grandes innovations. C'est très important. Et le rôle d'un minimum de séparation de pouvoir pour avoir de la concurrence. Ça, c'est deux leviers fondamentaux de la croissance par l'innovation qu'ils n'ont pas. Alors, ils trouveront peut-être d'autres manières à eux de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? Ce n'est pas à nous de leur dire comment ils le feront. Nous, ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est des leviers qui, chez vous, n'opèrent pas. Comment vous y arrivez, c'est à vous de le trouver. On ne vous demande pas de nous copier. Mais voilà comment vous pouvez. Et je crois que c'est en les prenant par la main et en regardant qu'on peut y arriver plutôt qu'en disant faites de la décalcomanie et copiez ce que nous sommes, puisque nous-mêmes, on n'est pas parfaits, reconnaissons-le quand même. Voilà, donc ça c'est la première partie du cours. Est-ce que vous êtes encore en vie? Voilà, parce que je dois vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui, comme c'est le dernier. Je vais commencer quand même avec les vagues schumpeteriennes. Alors, attendez, à partir du début. Oh là là, regardez, c'est beau, vagues schumpeteriennes. Ça commence toujours en français, mais ça va vite en anglais, mais on va traduire tout ça. Et je remercie toujours Françoise qui me corrige qui me met les accents, qui dispose tout très très bien. Merci Françoise. Alors voilà. Alors, technologie générique. Voilà. Ah ouais, mais là, vous m'avez oublié mon accent, là. Ben alors, Françoise, ben alors. Eh ben alors, qu'est-ce qui se passe? Non, je plaisante. Alors, donc il y a la notion de technologie générique. On veut expliquer en gros les cycles de long terme. Les cycles de Kondratiev, c'est des cycles de long terme. Vous avez des cycles de court terme, vous avez toujours les petits cycles, d'accord? Ensuite, vous avez les crises financières qui, elles, arrivent tous les je ne sais pas quoi. Mais vous avez les grands cycles qui sont les grands cycles économiques de l'histoire de la croissance. Et en fait, c'est très relié à la notion de technologie générique. C'est-à-dire de dire, en gros, il y a eu des technologies, des grandes inventions, qui sont des inventions qui se diffusent à tous les secteurs de l'économie. Par exemple, la machine à vapeur est une technologie générique. L'électricité, c'est générique. Les ordinateurs, c'est générique. Vous voyez, vous avez eu des révolutions, l'éthique, qui changent toute l'économie. Et secteur après secteur, on adapte et on introduit, vous voyez, ces technologies génériques. Et en fait, si vous voulez, elles ont cette caractéristique, donc elles sont utilisées dans tous les secteurs. Elles ont aussi une caractéristique, c'est qu'elles tendent à être sous-performantes au début. D'abord, elles mettent un certain temps à se diffuser. Je voudrais dire quand même ça, puisque j'ai une craie, je vais quand même faire je vais prendre la craie qui est là, je vais y arriver. Voilà. En général, la diffusion des technologies génériques, c'est comme les diffusions de maladies. Au début, vous inventez l'électricité, pendant des années, il ne se passe rien. Et puis après, ça s'accélère. Et après, ça fait comme ça. Je vous en ai déjà parlé. Ici, ce que je représente, c'est le temps. Et là, les années qui passent. Et là, c'est la fraction des secteurs de l'économie. Hein, c'est le nombre de secteurs de l'économie, si vous voulez, qui adoptent la nouvelle technologie. Des secteurs qui adoptent la technologie, qui adoptent la nouvelle technologie, la technologie. Et en fait, si vous voulez, on voit qu'au début, très très peu, et puis tout d'un coup, ça s'accélère, et puis après, ça décélère, parce qu'après, tout le monde l'a. Alors évidemment, à un moment donné, tout le monde l'a adopté. D'accord? Donc ça, c'est aussi une caractéristique très intéressante de la technologie générique. Et ça, la personne qui a bien montré ça, c'est, je l'avais mentionné d'avant, c'était l'historien Paul David, qui est à Stanford. D'accord?
Et alors, il y a une chose aussi très importante, c'est quand vous diffusez la technologie à un nouveau secteur, peut-être maintenant on peut éteindre à nouveau la lumière, quand on diffuse merci beaucoup, quand on diffuse à un nouveau secteur, au début, elles sont sous-performantes, mais ensuite, il y a un apprentissage, voyez. Donc, au début, c'est sous-performant, mais il y a un apprentissage. Et aussi, l'important, c'est que l'introduction de technologies génériques génère des innovations secondaires. C'est-à-dire que quand vous voulez adapter une technologie générique à un nouveau secteur, eh bien, vous devez innover pour trouver comment vous l'adaptez au secteur. Et en soi, c'est des innovations. Il y a beaucoup de brevets qui sont simplement comment introduire les ordinateurs, comment introduire l'informatique et puis maintenant le numérique pleinement dans le secteur bancaire, etc. D'accord? Donc ça, c'est la notion de technologie générique. Et il y a quelques effets qu'on a pu mettre en évidence des technologies génériques. Un, c'est le ralentissement initial de l'économie. Donc, puisque, en fait, on sent au début, quand il y a une nouvelle technologie générique, on voit des fois qu'il y a un ralentissement. C'est très lié au fait qu'au début, on ne sait pas bien les mettre en œuvre et on n'est pas très performant. Le deuxième, c'est qu'il y a une augmentation dans cette période d'accélération des technologies. Il tend à y avoir, mais ce n'est pas toujours vrai, une augmentation du premium à la qualification. Je vous en avais parlé quand j'ai parlé d'inégalité. Hein. Il y a une augmentation pendant la période d'accélération de la diffusion de la technologie générique. Il y a une augmentation de l'inégalité de salaire entre les gens qui sont plus éduqués et les gens moins éduqués. Et puis, il y a également une augmentation du taux de création destructrice. Évidemment, quand je remplace une nouvelle technologie, ça va faire disparaître beaucoup de gens. Et on voit aussi qu'il y a une augmentation de ce taux. Et puis, il y a un déclin initial des prix sur le marché boursier. Donc, il y a eu un certain nombre de choses qui ont été mises en évidence par différents auteurs sur les technologies génériques. Vous voyez, par exemple, ce qui est en foncé, c'est ce qui était produit, c'est de la production qui n'est pas du tout avec des ordinateurs, qui n'est pas du tout TIC, vous voyez. Et vous voyez qu'au cours du temps, vous voyez que d'abord au début, dans la diffusion des TIC, la croissance de la productivité baisse, mais ce qui est important, c'est que la part des TIC augmente, et puis il y a remonté, vous voyez. Mais il y a eu cette espèce de ralentissement, mais avec la part des TIC qui, elle, continue d'augmenter. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le total baisse, mais vous voyez quand même que la part des TIC augmente, vous voyez. Donc ça, c'est très intéressant. Ça, c'est typique. C'est vrai pour les TIC, c'est vrai pour les vagues précédentes. Si je montre ça vous montre la part des secteurs électrifiés. Et vous voyez un petit peu que, en fait, l'électrification, c'est aux États-Unis, ça a été beaucoup dans cette période. C'est un peu vous voyez, c'est un peu cette tête-là que j'ai dessinée au tableau. Vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose là, qu'il y a une énorme accélération là, et qu'après, ça décélère, vous voyez. Et donc, donc là, on montre un petit peu la diffusion de l'électricité. Ensuite, là, je vous montre simplement les brevets, le nombre de brevets. Il y a beaucoup de brevets déposés. Donc là, il y a les brevets juste avant l'électricité. Et là, on voit qu'il y a une accélération de brevets. Donc il y a un peu de secondaire qui se passe, l'électricité diffusée. Il y a quand même une certaine augmentation de brevets, mais beaucoup plus grande quand même avec le IT. Le IT a généré beaucoup plus d'innovations secondaires que l'électricité. Donc ça, c'est intéressant, quoi. Donc, vous voyez, je vous avais dit que depuis l'année 60, il y avait une accélération de nombre de brevets. Et là, on voit les brevets par personne ont beaucoup augmenté dernièrement. Et c'est beaucoup plus vrai pour la vague d'éthique que pour la vague de l'électrification. Et là, on regarde le skill premium. Et on voit que pendant la vague d'électrification, eh bien, le skill premium a baissé, alors qu'il a monté avec l'éthique. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, l'effet n'est pas le même de l'électrification et de la vague d'éthique. Parce que l'électrification, qu'est-ce qu'elle a permis? Elle a permis d'employer beaucoup de gens qui étaient dans les campagnes, dans les villes. Et donc, ça a accéléré, si vous voulez, l'exode rural. Et ces gens sont venus. Donc, ça a fait baisser. Donc, l'effet dont j'avais parlé, vous vous souvenez, l'effet de substitution, hein, l'effet de rareté. L'effet de rareté est énorme avec l'électrification parce que beaucoup de gens qui étaient à la campagne ont pu aller travailler dans des grosses usines qui étaient maintenant avec l'électricité, quoi. Et donc, ça a permis, en fait, d'accommoder énormément de travail non qualifié. Donc, la vague de l'électricité, elle a eu une force de réduire le skill premium. Alors que la vague d'éthique, elle a eu l'effet d'augmenter le skill premium parce qu'il fallait des gens qualifiés pour installer les ordinateurs partout et pour les utiliser. Donc, c'est intéressant que différentes vagues n'ont pas forcément les mêmes effets sur le skill premium. Donc, ça, c'est des choses intéressantes.
Et donc on voit un petit peu. Donc au début quand même de l'électrification, vous voyez que ça ne baisse pas, parce que vous avez quand même besoin de gens qualifiés pour installer l'électricité. Mais une fois que vous avez installé l'électricité, hop, vous voyez, là, ça part. Vous voyez, c'est intéressant. Hein, là, ça descend. Mais pour installer l'électricité, il fallait des gens qualifiés. Une fois qu'elle est installée, ça permet d'accommoder beaucoup de gens pas qualifiés. Et là, ça tombe. Vous voyez, c'est intéressant comme phénomène. Alors que là, avec des vagues d'éthique, il y a eu augmentation du skill pendant l'accélération de la diffusion, et à mesure que maintenant elle se décélère, il y a décélération aussi du skill premium. C'est intéressant. Voilà, je veux m'arrêter là peut-être et vous donner 5 minutes, et après je reprends tout à l'heure. Merci.